Bonjour tout le monde, ici c'est Karine Morer pour une vidéo live spécialement dédiée, consacrée au sevrage tabagique. Voilà, c'est un sujet encore que je n'ai jamais abordé en Facebook Live et pourtant c'est quelque chose que je fais tous les jours. Voilà, j'accompagne tous les jours. Bon, pas d'une façon quotidienne, mais j'accompagne en fait toutes les semaines le sevrage tabagique. Et je voulais partager avec vous aujourd'hui bien cette technique en fait que j'ai développée au fur et à mesure et puis surtout comprendre qu'est-ce qui se passe en tant que fumeur. Voilà, donc si vous avez des questions, s'il y a des fumeurs parmi nous et que vous avez des questions à me poser concernant le sevrage tabagique, vous n'hésitez pas. Je suis vraiment là pour répondre à toutes vos questions, voilà, du mieux que je peux avec toute l'expérience que j'ai en tant qu'accompagnante des fumeurs. Donc, par quoi commencer? Salut Vanessa. N'hésitez pas à faire des petits pouces, des petits likes, voilà, pour que ça puisse être diffusé sur la chaîne, enfin sur YouTube, et à partager avec des fumeurs, hein, que si vous connaissez des fumeurs qui aimeraient en fait s'arrêter et ne trouvent pas de solution. Ok, donc ce qui est très intéressant de comprendre au niveau du sevrage tabagique, c'est que souvent il y a un conflit épouvantable entre ce que nous voulons, c'est-à-dire très souvent on veut s'arrêter, et l'inconscient qui lui a programmé que la cigarette fait partie de l'équilibre. Donc ce conflit intérieur crée en fait une énorme culpabilité, c'est-à-dire qu'il y a une part du fumeur qui va toujours condamner et qui va toujours se sentir coupable. Et d'ailleurs, ce qui se passe sur les paquets de cigarettes, soyons très honnêtes, hein, euh, ça ne déculpabilise pas, au contraire, ça vient vraiment renforcer la culpabilité. Euh, et pour le coup, cette culpabilité, en fait, c'est comme un cercle vicieux, hein, c'est-à-dire que mon fond ne veut pas s'arrêter, mais la forme veut. Donc, il y a un conflit intérieur qui crée une culpabilité de surface. Et pour le coup, cette culpabilité va faire fumer encore plus. Voilà, ça va faire fumer encore plus. Et on s'en défait pas. Parce qu'en fait, s'arrêter de fumer, il y a des gens, alors on dit qu'il y a des gens qui arrêtent facilement parce que ils ont de la volonté. C'est bien plus que de la volonté. En fait, quand une personne s'arrête avec la volonté du jour au lendemain, en général, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a un événement dans la vie de la personne qui fait que le cerveau reptilien, alors le cerveau reptilien, c'est le cerveau archaïque qui fait boire, manger, dormir, se reproduire. Enfin, c'est le cerveau de base, hein. Imaginez que le cerveau reptilien, c'est un crocodile grincheux. Alors, si le crocodile grincheux, lui, il a enregistré que fumer, ça le maintenait en équilibre et ça le maintient en état de vie, quand vous allez essayer de lui enlever de force la cigarette, il va resserrer, il va se contracter et c'est là finalement où il y a un conflit, hein, entre vous, ce que vous voulez imposer au crocodile et ce que lui, il a engrammé, enquisté, introjecté dans ses programmes. Voilà. Donc, pour en revenir tout simplement à ces gens qui s'arrêtent avec la volonté, c'est qu'à un moment donné dans leur vie, il y a un événement. Quelquefois, ça va être la mort d'un parent ou une maladie, peu importe, hein. Il y a un élément extérieur, plus ou moins conscient, qui fait que le reptilien remonte en surface. Vous voyez, il va remonter le reptilien comme ceci. Et finalement, du jour au lendemain, la personne s'arrête volontairement de fumer. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, entre le désir conscient et le désir inconscient, en fait, il y a vraiment une accroche. Ils travaillent enfin main dans la main, dans le même programme. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la volonté, la fameuse volonté. Les fumeurs qui viennent me voir, en fait, ils veulent arrêter. Ils sont vraiment dans cette démarche d'arrêter. Alors souvent, ils ont arrêté plein de fois, hein, ils ont essayé plein de fois.
ils ont tout essayé, l'acupuncture, le magnétisme. Alors, il y en a pour qui ça fonctionne très très bien, hein, mais en général, quand ils viennent à moi en tant qu'hypnothérapeute et énergéticienne, c'est qu'ils ont déjà essayé pas mal de choses, ou alors, comme je travaille avec pneumologues, avec des pneumologues à l'hôpital, eh bien, ils en arrivent à des espaces où le système respiratoire, eh bien, est très encombré, il va y avoir des bronchites chroniques. En fait, voilà, le corps est vraiment à bout de souffle. Donc, il est temps de s'arrêter. Et là, le conscient et l'inconscient, en fait, à ce moment-là, sont prêts à travailler ensemble. Tant qu'il y a du plaisir, tant que, en fait, le petit personnage, en fait, prend, s'illusionne, je vais bien dire le mot s'illusionner, hein, à prendre du plaisir et croit devoir croire au mensonge qu'il a besoin de prendre du plaisir avec la cigarette, eh bien, les gens, il ne faut pas qu'ils viennent me voir. Voilà. C'est moi, les gens qui viennent me voir, c'est quand déjà le plaisir n'y est plus, mais il y a une forme d'automatisme dont ils n'arrivent pas à se défaire. Donc ça, c'est très intéressant de voir que le fumeur qui veut s'arrêter, c'est un processus. C'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps. Moi, je compare toujours le fumeur qui veut s'arrêter à l'apprentissage de la marche chez l'enfant. Vous savez, il y a des enfants, ils marchent très rapidement. Moi, j'ai ma fille qui a commencé à marcher à l'âge de 9 mois et demi. 9 mois et demi, elle savait parfaitement marcher. Et puis, il y a d'autres enfants, eh bien, il va leur falloir plus de temps. 10 mois, 11 mois, 12 mois, 14 mois, 18 mois. Peu importe. Au bout du compte, les enfants finissent toujours par marcher et être dans leur verticalité, hein. Et quand, en fait, il apprend à marcher, il va avoir besoin de points d'appui, hein, pour se tenir. Eh bien, le fumeur, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un processus qui se met en place et c'est pas parce qu'en fait une technique va échouer, que ce soit par exemple quand on a été voir un tabacologue ou quand on a été voir un auriculothérapeute, quand on a été voir un acupuncteur ou un magnétiseur ou qu'on a essayé les patchs, on a essayé la cigarette électronique, enfin on a tout essayé. L'invitation vraiment, c'est de toujours garder le cap. Je choisis d'être un non-fumeur, voilà, libre et heureux, qui respire uniquement de l'air pur pour le reste de sa vie. Une fois qu'on a vraiment introjecté ce programme, que l'on dit, mais ok, même s'il me faut du temps, même si voilà, ça n'a pas été concluant avec, je ne sais pas quelle technique, avec la cigarette électronique, eh bien, je choisis de persévérer, que c'est tout simplement le rythme que mon inconscient a besoin pour y arriver. Voilà. Alors, je vais regarder si vous avez des petites questions. Euh, Coucou Karine, tu crois qu'une personne qui fume depuis 40 ans et qui a déjà essayé d'arrêter de fumer une dizaine de fois sans succès pourra arrêter? Ben, je viens juste de répondre. Moi, je reçois tous les cas. Je reçois des cas qui ne se sont... Je vais parler par exemple de ma propre mère, qui s'est arrêtée il y a 3 ou 4 ans, qui avait 66 ans à l'époque, ou 65, je ne sais plus, enfin bon bref, qui a fumé à l'âge de 16 ans et qui fumait un bon paquet par jour et qui en fait s'est arrêté du jour au lendemain, mais en fait dans la séance, pour moi je reçois 3 heures de temps. Et durant ces 3 heures, il se passe beaucoup de choses. En fait, elle a compris en fait le programme qui faisait qu'elle venait remplir inconsciemment un espace d'elle avec la cigarette. Et du jour au lendemain, elle s'est arrêtée. Mais ça a été assez incroyable. Et d'ailleurs, elle me dit toujours, tu te rends compte, Karine, je n'y pense même plus. Elle me dit, je ne comprends pas ce que tu as fait à mon cerveau, parce que pour elle, il faudrait toujours qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui se passe. C'est juste elle qui a fait ce choix inconscient. Mais enfin, bon, pour elle, c'est un miracle, parce qu'à partir de là, eh bien, sa vie a totalement changé. Elle a perdu 40 kilos, elle est en train de construire une maison. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se transformer. J'ai accompagné des personnes aussi qui fument 2 paquets par jour. Alors on pourrait se dire effectivement que plus on fume, plus on a un nombre de cigarettes par jour qui est élevé, plus c'est dur, plus c'est difficile. Eh bien non, pas du tout. Je dirais que c'est ceux qui fument une cigarette par plaisir par jour qui sont les plus compliqués en fait à sevrer, hein, parce que pour le coup, elle est plus associée au plaisir et il n'y a pas, y a pas de saturation. Les personnes qui fument 2 paquets par jour, miraculeusement, elles arrivent très facilement à se sevrer de ce poison.
et à retrouver une vie saine. Et c'est marrant parce que du coup, en fait, ces gens qui se sèvrent avec 2 paquets par jour, ils me font une pub extraordinaire parce qu'ils sont considérés pour leur entourage comme des miracles. Du jour au lendemain, ils s'arrêtent de fumer avec de l'hypnose, en l'occurrence, parce que je n'utilise pas que l'hypnose, et ils sont considérés comme des miracles. Voilà. Donc en fait, ces gens-là, moi je les accueille à bras ouverts parce que quand le miracle opère, quand c'est là, enfin, quand voilà, j'ai 90% de taux de réussite. Enfin, c'est pas moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est que je vais pas m'apprivoiser tout ça, mais c'est de leur responsabilité aussi. Mais du moins, ils me font une très grande pub et pour le coup, voilà, c'est fort intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit commentaire? Guylaine, tu me dis coucou Karine, moi 3 ans sans tabac, une victoire, mais faut dire que c'est par obligation. Sur mon dernier pot de tabac, c'était noté fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales. Et j'ai fait mon infarctus le 30 octobre 2015. Ben oui, bien sûr. Ben c'est ça, le reptilien est remonté en surface. C'est exactement ça, Guylaine. Tu es exactement eh bien, l'exemple type où quand la vie, l'état de survie est attenté, hein, et ben forcément, le reptilien, lui, bah, il remonte en surface. Hein. Mais c'est quand même dommage, quelquefois, d'en arriver dans des extrêmes. Mais on a souvent, en tant qu'humain, pardonnons-nous, hein, accueillons-nous avec ça, d'aller dans des extrêmes pour se dire, bah, finalement, je suis mortel. Hein, parce que nous vivons tous avec cette illusion. De toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. J'ai souvent ça, hein, comme objection pour arrêter. De toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Je dis oui, effectivement, nous mourrons tous. Mais après, c'est dans quelles conditions? C'est comment? Et puis, c'est avec quels espaces de nous contacter? Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que la cigarette, énergétiquement, elle prend l'espace, comment dire, là où nous ne sommes pas, en conscience, la cigarette vient remplir ces vides-là. Voilà. Et euh, quand un fumeur trouve la puissance et la gloire de retrouver le contrôle d'être un non-fumeur, en fait, il gagne en puissance. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que en général, ce sevrage tabagique intervient souvent dans des moments clés, dans des moments voilà, de grande prise de conscience, où tout d'un coup, la personne, elle se dit, bah, j'existe. J'ai envie d'exister pour moi, j'en ai marre de cette merde, j'en ai marre de m'intoxiquer, j'en ai marre de brûler mon argent tous les mois pour remplir les poches de l'État, je ne supporte plus d'être essoufflée quand je monte les escaliers, je ne supporte plus de me sentir esclave, d'aller chercher le dimanche soir un tabac ouvert parce que je n'ai plus de cigarettes. En fait, toutes les raisons pour lesquelles le fumeur veut s'arrêter, nous, on va s'en servir dans la séance pour, annoncer à l'inconscient quels sont les avantages à être un non-fumeur. Alors, Jean Salvignol, coucou Karine, je suis partant et mon cas te ferait de la pub. Bah, écoute, Jean, tu prendras contact avec moi en message privé. Voilà, si tu te sens d'être accompagnée dans ce sevrage. Alors, Vanessa, tu me dis, je fume parfois par automatisme, même si je trouve que cela sent mauvais et provoque une vague malaise physique, vertige, resserrement du cœur. Ouais, ouais. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, moi, c'est que j'aime bien revenir dans l'espace de la première cigarette. Euh, C'est-à-dire la façon dont nous avons commencé à fumer, ça va conditionner effectivement à quoi est associée dans l'inconscient la cigarette. C'est-à-dire que très 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 régulièrement, effectivement, le fumeur commence à fumer à l'adolescence. C'est quand même pas rien l'adolescence, c'est entre 15 et 18 ans. C'est là où en fait la personne va être dans son processus d'individualisation et de créer son identité dans le troisième chakra. Et en fait, elle sort psychiquement de l'emprise familiale, elle a besoin de se désidentifier du cocon familial pour trouver une J'en étais à un espace qui est très intéressant, c'est de constater pour chaque fumeur quand est-ce que j'ai commencé à fumer, dans quelles circonstances, quelles étaient les émotions, avec qui j'étais, quel était le contexte familial dans lequel j'étais,
quel était le contexte émotionnel, voilà, qui entourait effectivement eh bien, cette première cigarette. Et en fonction de tout ça, de ce contexte eh bien, familial, individuel, comment j'étais à l'âge de mes 15 ans, eh bien, nous allons retourner en fait dans la séance d'hypnose. Hein, le fumeur retourne dans cet espace-là pour reprendre le pouvoir. Hein, ça va être très important qu'il reprenne le pouvoir et qu'il puisse parler à cette part de lui qui a cru devoir tomber dans le piège. Parce qu'il s'agit bien d'un piège à ce moment-là. Parce que ce que je disais, c'est qu'à l'âge de l'adolescence, en fait, l'individu a besoin de se désidentifier du foyer familial. Et la cigarette va permettre d'une certaine façon, dans certains cas, de se désidentifier hein, voilà, de la famille. Donc, il va y avoir également des groupes de musique. Vous voyez, on peut être fan d'un chanteur, on peut être s'habiller d'une certaine façon pour se différencier, se démarquer, se dire j'existe, je suis là, j'ai une expérience que je veux vivre indépendamment de ma famille, indépendamment du moule transgénérationnel, etc., etc. Donc, selon que la cigarette est implantée au départ dans ce choix de différenciation eh bien, du moule parental, eh bien, on va retrouver pendant tout le reste de la vie du fumeur eh bien, ce premier ancrage. Souvent également, je retrouve ça très souvent chez les hommes, une loyauté transgénérationnelle. Le père était fumeur, le grand-père était fumeur, et pour le coup, à l'intérieur de moi, il y a l'ancrage pour être un homme, pour exister. Je dois fumer parce que c'est inscrit dans mes gènes et que du coup, voilà, le dernier en date que j'ai eu, le père était fumeur et mort effectivement d'un cancer. Le grand-père fumait beaucoup et mort d'un cancer. Et lui, tout d'un coup, mon client donc arrive avec ça en se disant waouh, il se passe quelque chose, je voudrais arrêter parce que dans mon passé, c'est la mort. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que face à cette cigarette, il faut bien reconnaître aussi, avec une vigilance amoureuse avec soi-même, qu'il y a une forme de pulsion morbide cachée derrière. Hein, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui veut bien vivre, mais il y a une part de nous, en fait, qui, elle, n'a pas envie du tout d'être là. Hein, et pour le coup, la cigarette, ça vient comme un peu étouffer, ça vient comme un peu calfeutrer cette part de nous là qui ne veut pas vivre, c'est-à-dire je veux bien vivre, mais en fait à moitié quand même. Donc ça va être de pouvoir reconnaître en fait cette part de nous qui ne veut pas vivre pleinement et qui a besoin en fait d'être étouffée par l'énergie de la cigarette. Ça c'est hyper intéressant de venir déloger ça. Ce qu'il faut aussi comprendre, avec l'énergie du tabac, mais pas que l'énergie du tabac, je retrouve ça aussi avec la marijuana, parce que je rencontre très souvent des associations tabac, marijuana, c'est que ce sont à la base des plantes de pouvoir. Les plantes de pouvoir, en fait, elles ont été utilisées dans des peuplades ancestrales, d'accord, pour en fait créer des rituels. Ce sont des plantes de pouvoir qui, logiquement, on doit pouvoir les chevaucher, ces plantes. Bon, sauf que on les chevauche, en fait, ces plantes psychiquement pour qu'elles nous amènent des réponses, pour qu'elles nous amènent effectivement à connaître, à nous reconnaître et à connaître qui nous sommes. Eh bien, nous, en Occident, en fait, on s'est un peu planté. Hein. Eh ben, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous avons tellement de vide intérieur, nous sommes tellement déracinés, on est tellement venus cultiver le cerveau gauche, la logique, nous avons tellement quitté nos intuitions, nous nous sommes tellement déracinés que effectivement la plante de pouvoir, eh bien, c'est elle qui nous chevauche. Voilà. Et dans une séance de sevrage tabagique, en fait, l'invitation pour le fumeur, ça va être pour lui eh bien, de reprendre le pouvoir et de foutre dehors l'entité tabac, l'entité marijuana, pour qu'il puisse récupérer les espaces de lui dont il s'est séparé au départ. Voilà. Alors, ce qui passe aussi, c'est qu'il y a des programmations, j'en reçois aussi beaucoup à l'atelier, où la maman était fumeuse. Alors, il n'y a aucun point de vue sur les mères qui sont fumeuses. Voilà, c'est que le reptilien ne remonte pas. Il y a deux cas de figure hein, pour la femme enceinte. C'est soit le reptilien remonte
et il faut protéger la progéniture, donc il y a un espace de sauvegarder la progéniture, donc c'est très facile de s'arrêter à ce moment-là, pendant le temps de la grossesse et l'allaitement. Mais dès que le bébé est hors de danger, pour le coup, il y a le premier programme d'auto-sabotage qui reprend, en fait, qui se remet en place parce que effectivement, le reptilien, lui, n'a toujours pas enregistré, engrammé que la cigarette était tout simplement une grosse manipulatrice perverse, une grosse salope qui était juste là pour foutre la merde, quoi, en gros, hein. Dans les poumons, dans les artères, dans le système lymphatique et j'en passe. Voilà. Et donc j'accompagne évidemment des personnes dont les mamans étaient fumeuses. Et là, ça va être intéressant effectivement de revenir dans l'espace où l'enfant eh bien, a associé la vie avec la cigarette. Et ça se fait en travail d'hypnose également, que l'inconscient puisse vraiment retourner au cœur de source, retourner oui c'est ça, au cœur de source, l'énergie du tabac qui était implantée dans l'utérus de la maman et qu'il en a été nourri hein, d'une certaine façon. Alors, moi, quand je sortais, je ne me trouvais plus à ma place. Il me manquait mon compagnon de route, ma cigarette, mais ça, c'était avant. Mais ça, merci Guylaine, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la très grande supercherie, en fait, c'est que très souvent, la cigarette est considérée par le petit personnage, par l'ego, comme un doudou et comme une copine. Alors, tant que l'ego est attaché à cette croyance-là, c'est compliqué de s'en défaire. C'est-à-dire que pour moi, le job, ça va être en fait de faire comprendre à l'inconscient, au petit enfant, que son doudou, en fait, c'est juste de la mort au rat et qu'il est en train de crever à petit feu. Parce que souvent, le petit enfant, lui, il s'en rend pas compte. Hein, il a juste son doudou, il lui suce les oreilles. En l'occurrence, la cigarette, ça dégage là. Hein. Ok. Et que pour le coup, aucune maman au monde ne donnerait un doudou avec de la mort au rat à son enfant pour aller à la crèche. Hein. Et ben pourtant, c'est ce qui se passe. Sauf que l'inconscient, lui, ne le sait pas, ça. Hein, qu'il a programmé dans son inconscient qu'il doit être empoisonné. Et donc, partout où les fumeurs ont cru au poison, que le poison, c'est une façon d'être en vie, c'est une façon de survivre. Est-ce que les fumeurs, nous sommes tous et toutes prêts ici et maintenant à remettre au cœur de source ce mauvais programme, c'est un mensonge. Voilà, remettre au cœur de source ça, et tout ce que ça fait remonter, tous les oui mais c'est compliqué, oui mais j'y arriverai jamais, oui mais j'en ai besoin, tout ça c'est des faux programmes, tout ça c'est le saboteur intérieur qui cause. C'est de ramener tout ça au cœur de source et de dire ok, même si une part de moi croit que c'est compliqué, que c'est difficile d'être un non-fumeur, eh bien aujourd'hui, je choisis de me faire entièrement confiance, de faire appel à la toute-puissance de qui je suis pour être le non-fumeur manifesté que je suis depuis la nuit des temps. Parce que l'être infini, lui, il n'a pas besoin de fumer, hein, c'est juste l'ego qui a besoin de fumer. Donc, quand on prend... Alors, l'ego, c'est là. Hein. Donc, en fait, ce qui se passe, effectivement, ça me fait rebondir sur la prise de poids, c'est que les fumeurs qui s'arrêtent brutalement, effectivement, ils vont avoir tendance à grignoter pour remplir un espace. Alors en séance de transe hypnotique, souvent, on vient aussi œuvrer dans cet espace pour que le fumeur, effectivement, qui vienne... En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu te remplis avec toi-même ta présence, quand tu fais un recouvrement d'âme, moi j'appelle ça un recouvrement d'âme, quand il y a une extraction de l'entité tabac ou de l'entité marijuana et que tu acceptes de revenir à la maison, c'est-à-dire dans ton cœur et dans ton corps de source, forcément, il n'y a plus besoin de remplir avec autre chose, avec de la bouffe, du chocolat ou j'en sais rien, d'accord? Donc il n'y a pas forcément de prise de poids, sauf s'il reste encore des espaces de moi qui sont encore dehors. Voilà. Et en l'occurrence, j'avais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière l'énergie du tabac, il y a plein d'autres choses. Hein. Je me souviens d'un cas en particulier où une femme est venue, elle fumait 1,5 paquet par jour, un agent immobilier, et bon, elle se sèvre, la séance fonctionne très bien, et elle revient 15 jours en suivant me disant j'ai toujours envie, ça va pas du tout, j'ai toujours envie de manger, et tatati, et tatata.
Et en fait, en me laissant sentir, derrière en fait le tabac, il y avait une très grosse addiction à la culpabilité. Et quand je lui ai posé la question, mais est-ce que derrière le tabac, il n'y aurait pas autre chose, l'addiction à la culpabilité, c'est-à-dire que de se sentir coupable, coupable de fumer, coupable de vivre, coupable de quelque chose, est-ce que, est-ce- voilà, c'est de voir qu'est-ce qui est sous-tendu comme énergie derrière le tabac. Et pour cette cliente, en l'occurrence, c'était la culpabilité. Et quand elle est revenue me voir, eh bien, effectivement, il y avait une culpabilité, il y avait un embryon ici qui n'était pas passé de l'autre côté, il y avait un deuil, il y avait un mort qui n'avait pas pu être accueilli, qui n'avait pas pu, un deuil non fait, hein, un avortement, je crois que c'était un avortement, enfin peu importe, soit une fausse couche, un avortement, bah, bref, peu importe. Et en fait, eh bien, inconsciemment, c'est comme si son corps continuait en fait à être dans la culpabilité et d'une certaine façon, elle mangeait. Elle mangeait pour deux, comme quand on est enceinte. Et à partir du moment où elle a prénommé son enfant, où elle lui a donné un prénom, où elle a ritualisé le passage au cœur de source, eh bien, effectivement, il y a une libération. Sa propre âme a pu reprendre euh, nouveau place à l'intérieur d'elle. Elle s'est libérée de la culpabilité et elle a pu reprendre sa place. Donc, derrière la cigarette, c'est très intéressant de voir quelles sont les autres addictions. L'addiction de la cigarette, c'est une conséquence à plein d'autres addictions. L'addiction, eh bien, effectivement, à vouloir mourir. L'addiction aussi à l'auto-sabotage. Je prends souvent la comparaison avec les femmes qui se font maltraiter. C'est-à-dire que, bon, je reçois de temps en temps des femmes qui ont subi de la maltraitance. Et eh bien, il y a une addiction à la manipulation perverse. Vous voyez, il y a une addiction vraiment à s'auto-saboter et on utilise à être dans l'abus, hein, l'énergie d'abus, la cigarette, on rentre dans l'énergie d'abus, c'est-à-dire qu'on se sert d'une entité extérieure pour se remplir soi, comme si on n'était pas capable d'être dedans. Voilà. Et pour le coup, je prends toujours l'exemple donc d'une mère ou d'une femme qui se fait battre par son mari, maltraitée, et qui un jour prend un coup de trop. Et ce coup de trop va être le déclencheur où elle va enfin dire stop, elle va porter plainte et va se séparer de son mari. Voilà. Eh bien, dans le sevrage tabagique, très souvent, les gens qui viennent me voir, c'est qu'il y a un déclic. Et moi, je suis un petit peu comme comment on appelle ça, celui qui vient, je recueille en fait la plainte. Voilà, et on vient vraiment accueillir, j'accueille en fait, hein, j'accueille le fumeur avec une infinie douceur, compassion, pour qu'il puisse en fait comprendre eh bien, qu'il est tout simplement en train de se saisir de son miracle et de son stop, de j'en veux plus, j'arrête ça, c'est terminé. Et moi, j'ai aucune prise en fait sur en fait qu'est-ce qui déclenche, hein. Tout ça, ça appartient aux fumeurs. Ça appartient aussi à des programmes, hein, transgénérationnels et à un élan de vie que l'on a en nous, qui est plus ou moins conscient. Quelquefois, j'accompagne des fumeurs qui ont été dans de l'autodestruction pendant des années, des années, hein, avec vraiment des processus d'autodestruction assez puissants. Puis un jour, il se passe un truc, hein, puis avec l'ère nouvelle en ce moment qui se passe, tous les changements de conscience, eh bien, la cigarette fait vraiment partie en fait de ce processus de guérison. Je, je, je pars toujours du principe euh, que, euh, que le tabac, que dans tout fumeur, il y a un non-fumeur latent qui ne demande qu'à être accueilli. Et très souvent, le fumeur, en fait, croit être un fumeur et il s'identifie à ça. Il est totalement identifié, et d'ailleurs, hein, cellulairement, enfin moi je le perçois en séance, il y a comme un espèce d'intrication de l'entité tabac à l'intérieur du champ psychique de la personne. En fait, il y a une identité totale, je suis le tabac. Et tant que la personne croit être ça, elle va toujours croire à la vérité du tabac, mais elle n'arrivera pas à croire en sa propre vérité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un m'appelle, eh bien, c'est que déjà, il y a 80% du job qui est fait, hein, soyons très honnêtes, hein. Voilà, moi j'accueille les personnes qui ont déjà fait 80% du job. Alors souvent, elles ont ma plaquette, elles ont mon numéro de téléphone depuis quelquefois 6 mois, 1 an,
1 an et demi. Et puis un jour, il y a un truc qui se passe, elles prennent le téléphone et elles m'appellent et elles me disent, voilà, je veux arrêter de fumer, j'en ai marre, machin, machin. Alors moi, ce que je demande, c'est que avant qu'on se puisse se rencontrer, il va falloir qu'elle se rencontre et qu'elle regarde le fumeur. Parce que quand on veut se débarrasser d'une habitude et d'une énergie, ben, il faut la reconnaître, il faut l'accueillir. Donc ça va être de regarder un petit peu ben, quelles sont mes habitudes de fumer. Euh, C'est-à-dire de regarder, de noter sur une feuille, en fait, chaque fois que je prends une cigarette, eh bien, de le noter sur une feuille et puis de noter, eh bien, cette cigarette. Quelle intensité elle a? Est-ce que j'aurais pu m'en passer? Elle n'est pas du tout indispensable. Ça, c'est la note de 1. Est-ce qu'elle est indispensable? Est-ce qu'elle est moyennement indispensable? La note de 2. Ou est-ce qu'elle n'est pas du tout, je ne peux pas m'en passer, elle est indispensable, la note de 3. Et ça va être de donner tout au long d'une journée des notes à chaque cigarette fumée. Ça, c'est hyper important. Et de noter également le levier, c'est-à-dire le réflexe, le déclic. Euh, Café, cigarette, voiture, cigarette, téléphone, cigarette, pause, cigarette, récompense, cigarette, stress, cigarette. Il y en a tellement, des leviers. Donc ça va être à la fois de remarquer, ah oui, il y a aussi l'extérieur, dès que je vais à l'extérieur, cigarette. Donc il y a des associations, des chemins neuronaux qui sont construits de la même façon que moi, quand je vais faire la cuisine, je sais où prendre ma cuillère en bois pour touiller ma casserole. Bah, ben c'est la même chose. Le fumeur, lui, il a des automatismes, il a des chemins neuronaux qui font que quand il fait tel geste, automatiquement, il va chercher dans sa poche. Voilà, il y a des gestuels, des associations qui font que bah, il y a une habitude, un chemin neuronal qui est construit pour prendre la cigarette. Et très souvent, d'ailleurs, la cigarette, à ce moment-là, n'est même pas fumée entièrement. Il y a tellement l'automatisme qui est là que pour le coup, il n'y a même plus le même plaisir. Hein. Alors, les gens qui m'appellent, c'est quand, en fait, ils en sont à 3 cigarettes, vraiment plaisir, une le matin, une le midi et une le soir. Là, en fait, en général, ça fait 5 minutes pour la cigarette. Hein. Une cigarette, ça ne dure pas plus de 5 minutes. Donc, ça fait 3 fois 5, ça fait 15 minutes de plaisir à transformer en 24 heures. Donc ça, pour le conscient et l'inconscient, c'est quand même plus ou moins c'est quand même réalisable. Hein. Transformer 15 minutes dans la journée, c'est quand même assez réalisable. Euh, donc ça, c'est chouette. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand en fait le nombre de cigarettes qui sont en je ne peux pas m'en passer à plus de 5. Là, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que là, la personne, elle n'est pas du tout prête. Donc, en fait, bah, je n'œuvre pas avec ces personnes-là. Moi, ça ne sert à rien, on va au casse-pipe. Hein. Voilà. Alors oui, les personnes avec lesquelles je n'œuvre pas, parce que je le perçois aussi, c'est quand je sens que la personne, en fait, psychiquement, en fait, la cigarette est encore trop... c'est-à-dire que si on enlève la cigarette, la personne peut se casser la gueule, peut décompenser. Et là, c'est pas du tout mon but non plus. Donc, ça va être de percevoir aussi la fragilité, de voir en fait combien de rustines en fait. Vous voyez, j'appelle ça des opercules de Bigorneau dans Femme divine intégrale. Mais avec le sevrage tabagique, ça veut dire que la cigarette vient en fait comme faire des rustines plus ou moins gros sur la roue en fait. Hein. Imaginons que votre corps psychique soit une roue, hein, et que en fait il y a des trous à l'intérieur. Eh bien, si effectivement la cigarette vient mettre des rustines sur plein de trous, et que si on enlève la cigarette, eh bien, ça déstabilise plus la personne que ça la construit, évidemment, on ne fait pas le sevrage tabagique. Il n'y a aucun intérêt. Hein, l'invitation, c'est que la personne puisse être mieux et pas être mal. Voilà. Alors, Alexandra, tu me dis, la cigarette peut-elle nourrir la colère en soi si c'est ce que nous travaillons? Bah, la cigarette, en fait, elle vient aussi, bah, oui, les émotions, ça vient les étouffer. Très souvent, la colère en soi, effectivement, ça vient nourrir la culpabilité, ça vient étouffer la tristesse, ça vient étouffer la colère. Tout ça, ce sont des colères du passé que la cigarette vient étouffer. Hein, ça fait comme des rustines, voyez? Ça vient comme étouffer, comme mettre un, un trompe-l'œil. Hein. Quand vous mettez une rustine sur une chambre à air, c'est une façon de... Voilà, c'est une chambre à air. Ok, enfin, c'est une rustine, ça vient colmater. Du coup, on roule quand même. mais la cigarette en elle-même, en fait, elle vient vraiment se coller sur tout un champ émotionnel et surtout plein de croyances égotiques.
Hein, elle vient se coller sur beaucoup de mensonges intérieurs. Donc effectivement, on se ment à soi-même. Donc il y a de la colère, effectivement, qui est derrière. Voilà, c'est très intéressant de voir la colère qui est refoulée derrière tout ça. Euh, et que ben, on trouve des solutions d'équilibre. Hein. Remercions aussi la cigarette. Ça ne sert à rien d'être anti-tabac. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui fument, c'est qu'à un moment donné, ben, elles en ont besoin pour s'équilibrer. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme si en fait l'enfant, ben, il apprend à marcher et qu'il était toujours avec un tabouret pour marcher, voyez, alors qu'il a sa verticalité. Et il a tellement été habitué à s'appuyer sur un tabouret qu'il croit toujours que pour avancer dans sa vie, il a besoin de s'appuyer sur un tabouret ou sur quelque chose. Voyez, alors le fumeur, c'est pareil, très souvent, ben, il croit toujours devoir avancer dans sa vie avec la cigarette. Il se dit, j'ai tellement fumé, mais comment je vais faire sans? J'entends ça, en fait. Mais moi, je dis toujours, mais comment font les non-fumeurs? Si les non-fumeurs y arrivent, et si certains non-fumeurs arrivent à s'arrêter tout en étant dans la joie, pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible pour, pour soi? Alors, c'est génial, parce que les fumeurs, je les adore, parce qu'ils ils ont des stratégies de protection de la cigarette qui est juste incroyable. Euh, souvent, ils arrivent à l'atelier en disant, ouais, mais vous savez, je suis un cas unique, je suis un cas. Ils ont toujours l'impression que eux, ils sont un cas à part, que ça ne fonctionnera jamais, parce que effectivement, leur histoire est unique. Mais en fait, il y a un attachement à croire à l'auto-sabotage et que en fait, à chaque fois, ils me déploient en début de séance toutes les raisons et les excuses pour lesquelles en fait ils croient toujours au mensonge de la cigarette. Mais bon, c'est génial. Enfin voilà, c'est une stratégie en fait de défense pour continuer à croire que la cigarette est indispensable dans mon monde. Hein. Mais, euh, mais voilà, très souvent, les fumeurs ont l'impression d'être comment, des cas uniques qui n'arriveront jamais et que en fait tout le monde, même s'il y a 90% de taux de réussite dans ma technique, enfin dans ce que je propose, ils se considèrent tous dans les 10% restants. Voilà, donc je me demande toujours comment je fais pour atteindre 90% et que tous, quand ils rentrent en fait dans l'atelier, ils sont toujours tous classés dans les 10% qui réussissent pas. Parce qu'ils sont à part, parce que c'est des cas désespérés. Voilà, souvent ils me le disent, hein, je suis un cas désespéré. Et c'est intéressant de voir finalement derrière, je suis un cas désespéré, qui c'est qui parle? Voilà, qui c'est qui parle, qui c'est qui croit encore, qui c'est qui a besoin de croire que je suis un cas désespéré? Voilà, et de quoi avons-nous besoin à ce moment-là, quand je crois que je suis un cas désespéré? Et de quoi est-ce que j'ai besoin pour m'autoriser à croire que je suis justement, j'ai le droit à ma liberté, j'ai le droit de m'aimer, j'ai le droit de m'accepter en non-fumeur. Alors, est-ce qu'on avait autre chose comme question? N'hésitez pas à me poser des questions, parce que c'est un sujet sur lequel moi je suis intarissable. Hein. Je rencontre des fumeurs tous les jours. Alors moi, quand je sortais, nanana, ça, je l'ai vu. Alors Barbara, tu me dis coucou Karen, est-ce le même processus morbide pour toute forme d'addiction, type jeu, alcool, sexe? Ben, bien sûr, toute addiction, une addiction c'est je me sers d'une énergie extérieure pour venir remplir un espace de moi que je crois vide. Donc l'addiction, moi, par exemple, enfin je vais donner mon cas, moi j'ai une tendance à être addict à la sauveuse. D'ailleurs, c'est pas un hasard que je fasse du sevrage tabagique avec comment dire, les fumeurs. Hein. C'est-à-dire que de rencontrer cette addiction du tabac, moi, ça m'a permis de rencontrer mon addiction, ma propre addiction à la sauveuse. C'est-à-dire que j'avais cette sensation de devoir me remplir de l'énergie de la sauveuse, comme si, voilà, me remplir du pouvoir de sauvetage des autres pour me sentir exister. Hein, soyons très honnêtes, moi je sauve personne. Hein. Sauf qu'il y a une part de moi qui croyait que ben, c'était moi qui faisais le sauvetage. Hein, ça on est né dans l'énergie d'abus, hein, de croire ça. Hein. Quand un thérapeute croit que c'est grâce à lui, il contribue, mais c'est pas grâce à lui. L'énergie de guérison, elle émane d'une rencontre. Hein. Ce sont des points d'appui inconscients qui font que voilà, on fait un pour pouvoir transmuter l'énergie à ce moment-là.
Mais voilà, pour ma part, j'étais dans cette addiction à la sauveuse, donc ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre, même si de temps en temps, je sens que ça pourrait encore me taper à la porte et que je dis, ok, la sauveuse, je t'ai vue, voilà, bonjour. Voilà, et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour que tu puisses te sentir rassuré? Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant de voir. J'ai accompagné également des alcooliques là-dessus, sachant que quand il y a un alcoolique qui fume, on commence toujours par l'alcool, le sevrage de l'alcool avant le tabac, parce qu'en fait, le tabac est totalement intriqué et bien sûr l'alcool. Voilà. Alors, Alexandra, le plus jamais une est le plus compliqué, me fait toujours avoir à un apéro. Ben, ça se déprogramme, Alexandra. Ça se déprogramme très bien, hein. Parce que certainement, Alexandra, peut-être que tu as commencé à fumer lorsque tu étais adolescente en groupe. Tu vois, très souvent, il y a des ancrages avec le groupe où finalement la cigarette est associée à la convivialité, à la joie, au partage. Et dès qu'en fait, en tant que non-fumeur, on se retrouve dans un groupe, eh bien, il y a le premier ancrage qui refait surface, où dès qu'il y a un petit coup au moral, la cigarette a été associée comme une roue de secours, eh bien, c'est la convivialité, c'est la joie. Ça se désancre très facilement dans une séance, hein, Alexandra. C'est juste une croyance. Et même que la cigarette, en fait, au lieu de renforcer finalement les liens sociaux, eh bien, elle ne contribue pas à renforcer les liens sociaux, hein. La cigarette est un frein. Voilà, il y a vraiment un frein. Alors, oui, Vanessa, j'ai le droit de m'aimer, de m'accepter en non-fumeuse. Oui. Et ça, c'est hyper important de pouvoir le valider chaque jour. Et même quand je fume encore un petit peu. Alors, c'est hyper intéressant de voir quand les personnes m'appellent. En général, je les rencontre après une semaine et demie après. Et pendant toute cette phase où ils vont être en observation d'eux-mêmes, eh bien, ils vont automatiquement réduire en fait leur consommation. Ils réduisent leur consommation parce que déjà, un, c'est chiant de devoir noter. Et de deux, finalement, quand ils posent leur conscience, tiens, bah, finalement, non, j'en ai pas besoin. Bon, finalement, je la fume pas. Et ils arrivent finalement le jour du sevrage. Déjà, ils sont un peu stressés. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. Donc, bah, c'est d'accueillir. Ma posture, ça va être d'accueillir ce stress, de lui faire place. Et c'est qu'en fait, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont capables de réduire, mais quelquefois de moitié, une consommation journalière. Et ça, c'est énorme déjà comme gain, hein, dans la tête d'un fumeur. Ça, c'est énorme. C'est de pouvoir placer sa conscience là-dessus. Vanessa, tu me dis, je m'autorise la liberté. Et ce qui me vient en attendant cette phrase, je me battais pour m'accéder en tant que fumeuse et y associer à la liberté. Mais ouais, bah c'est ça en fait. Quand les gens viennent me voir, quand je leur demande, Vanessa, pourquoi est-ce que vous choisissez d'être un autre fumeur? En fait, très souvent, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont totalement esclaves d'une gestuelle complètement morbide et inutile. Et ça va être vraiment le fait de voir, de percevoir, d'ailleurs il y a tout un rituel que je fais avec les chaînes, de pouvoir se libérer des chaînes de l'esclavagisme, qu'on n'est pas obligé d'être esclave dans sa vie pour avancer et se faire manipuler, hein. C'est-à-dire que, en fait, la cigarette, il faut voir, vous voyez, euh, essayons de nous mettre, pour ceux les fumeurs qui sont là, on va juste faire ce job-là. Imaginez là que vous vous remettez tout simplement sur cette première cigarette fumée. Voilà, imaginez cette première cigarette, le groupe, les circonstances, les émotions, soirée, pas soirée, et de voir en fait tout simplement que vous vous percevez avec une vision extérieure, hein, en tant qu'adolescent ou jeune adulte, vous percevez ce jeune homme ou cette jeune femme en train de fumer sa première cigarette. En fait, ce qui se passe, c'est que cette première cigarette, énergétiquement, c'est comme si au-dessus, il y avait tissé, il y avait comme un fantôme, une entité, hein, d'une grosse cigarette, une gigantesque cigarette qui a tissé comme des tentacules. Vous voyez, je les perçois comme ça, moi, des tentacules de manipulation. Et au fur et à mesure où le jeune est en train de fumer et consommer sa cigarette, en fait, les tentacules sont en train de prendre, d'emmailloter, en fait, hein. Imaginez une araignée qui est en train de tisser des liens, hein, sur un moucheron. Donc, en fait, elle vient emmailloter les poignets qui vont faire prendre la cigarette. Les tentacules noirs vont emmailloter les chevilles pour marcher, pardon, vers la cigarette. Et le cou.
hein, voilà, pour emmagasiner la cigarette. Donc, lorsque je reviens dans cet espace-là, que je vois cette cigarette hein, en train de manipuler le jeune ou la jeune que je suis, le jeune, lui, ne peut pas voir. Il est trop occupé à construire son identité sociale. Il est trop occupé à faire la fête ou à être en lien avec les autres. Donc, il ne voit pas, hein, il ne peut pas voir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-dessus de la cigarette, en fait, il y a l'être infini. Hein, l'être infini, c'est cet être, c'est nous, c'est ce que nous sommes. Et ça va être tout simplement que nous, en fait, nous choisissions de couper les liens entre la cigarette et le jeune, ok, on coupe, vous choisissez, je sais pas, un coupe-coupe, un ciseau, vous choisissez ou un sabre, vous choisissez ce que vous voulez, une tronçonneuse, vous coupez, vous enlevez vraiment, vous enlevez totalement cette gangue, hein, voilà, c'est noir, c'est comme de la glu, c'est comme du goudron d'ailleurs, c'est du goudron, vous enlevez la glu, le goudron, voilà, vous sortez en fait le jeune de cette emprise-là et automatiquement quand vous prenez ce jeune-là contre votre cœur, automatiquement l'être infini, le cœur de source rejoint et à ce moment-là, il y a un recouvrement d'âme qui opère où finalement il n'y a plus besoin de l'entité tabac pour exister. Je suis ici. Et on reprend ici contact, on remet au cœur de source. Hein, avec une respiration qui englobe le jeune adolescent, on refait un, on se dit je m'aime, on se dit je m'accueille, je suis, j'existe. Et ce cœur qui vient tout simplement s'ouvrir, en fait, on le met à disposition du monde environnant. Donc, je peux retisser des liens beaucoup plus vrais, beaucoup plus authentiques avec mes amis, avec ma famille, avec le monde professionnel. Hein, partout où il y avait du tabac, vous voyez, c'était comme une ombre entre moi et mon être infini, soyons très honnêtes. C'est une ombre. Hein, ça vient vraiment interférer avec, je veux dire, faire un, comment dire, oui, c'est ça, comme une ombre entre mon être manifesté, mon corps physique ici, et puis mon être infini. Quand cette cigarette ici première fout le camp, il n'y a plus de raison en fait de fumer. Ok. Bon, ben, je ne sais pas ce que ça vous fait tout ça. Alexandra, tu me dis tout à fait par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Coucou Anne. Donc voilà, ça va être vraiment de l'énergie, l'invitation, ça va être, les fumeurs qui m'écoutent, je vous donne vraiment de faire cette méditation, de retrouvez-vous dans ce premier espace, retrouvez-vous dans votre première cigarette et allez vous chercher. Visualisez-vous en train de vous vraiment d'enlever cette espèce de glu noirâtre de la première cigarette et de prenez-vous contre vous. À ce moment-là, prenez ce jeune et ramenez-vous à la maison. Ramenez-vous dans l'instant présent. Ne vous laissez pas bloquer dans l'espace de la première cigarette. La première fois que vous avez fumé, vous avez donné votre âme à la cigarette. C'est ok, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que si vous acceptez, si nous acceptons, parce qu'on est tous dans l'énergie d'abus, si nous acceptons de nous laisser déposséder d'une énergie, c'est que nous sommes capables d'aller la rechercher, soyons très honnêtes. Bon, ben, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour nous choisir, hein? Qu'attendons-nous pour nous choisir? Alors, voilà, donc ça va être intéressant d'œuvrer comme ça avec l'énergie de cigarette. Et ça sert à rien de détester la cigarette non plus. Hein. Ça va être de lui dire, ok, je t'ai vu, je sais à quoi tu me sers. Tu me sers à ce que je me rencontre mieux. Et je crois encore devoir me servir de toi pour être en équilibre, mais je suis en route vers moi-même. Je suis en route vers moi-même. Sache que je suis en route et que bientôt, je n'aurai plus besoin de toi. Et c'est ça que le non-fumeur doit vraiment... Vous voyez, je dis même plus fumeur à ce moment-là. C'est-à-dire que pour moi, le non-fumeur, il est toujours là. Il a toujours été là. Hein, sauf qu'il n'est pas actualisé. C'est-à-dire que le fumeur, il croit toujours, ce que je dis toujours, il croit toujours devoir croire au mensonge. Hein, mais c'est ok de croire au mensonge, c'est une protection. Mais est-ce que franchement, tous les espaces de nous ont encore besoin de croire à ce mensonge-là? À quoi ressemblerait ma vie en tant que non-fumeur total, totalement accordé à moi-même? Quand je fume une cigarette, je me coupe de l'être infini. Alors,
J'ai une petite tac-tac. La cigarette m'a quitté il y a quelques années avec bien de maisons. Bah oui, Anne, bien sûr, il y a tellement de choses derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci pour cette technique. Ouais, voilà, essayez cette technique, hein. Moi, ça fait partie du protocole que j'ai créé, parce que j'avais un protocole initial, et au fur et à mesure, vu que je viens du monde chamanique avec les extractions et puis les recouvrements, forcément, j'ai transformé, hein, ce protocole à ma sauce, et je forme également des thérapeutes à cette technique, hein. Si vous êtes thérapeute et que vous avez envie de vous former, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'est une technique qui fonctionne super bien. Et voilà. Donc tu me dis, Sophie, je suis ex-fumeuse, mais je me sens de faire cette méditation. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, moi, très souvent, euh, un non-fumeur qui n'a pas été, en fait, rendre le pouvoir en âme et conscience à la cigarette, il y a comme toujours une forme de nostalgie. Mais oui, il y a toujours une nostalgie. Vous savez, c'est comme un ancien amant. Moi, je vais comparer ça avec un amant, c'est-à-dire que on a vécu une super expérience sexuelle avec un amant, c'était super top et tout machin. Et puis, d'une certaine façon, il va y avoir tout le reste de notre vie, eh bien, une espèce de nostalgie où je retrouverai jamais ça, c'était trop bien, machin. Comment je vais faire maintenant? Vu comment c'était trop top, en fait, il y a une forme de nostalgie qui fait que bien, on donne toujours encore le pouvoir. La nostalgie, ça crée encore du pouvoir, hein. Et la cigarette, il faut imaginer qu'il y a plein de gens qui s'imaginent que c'est une bonne copine ou un bon copain et qu'il y a une nostalgie. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se séparer de la nostalgie, c'est-à-dire qu'ils ne s'imaginent pas comment ça pourrait être sans. Voilà, comme un amant, comme un super amant ou une amante qu'on a rencontré il y a 15-20 ans, quoi. Ben, en fait, on fait tellement mieux. Ça va être ça le grand saut dans le vide du fumeur, ça va être de se dire, ok, même si je sens encore de la nostalgie à croire, eh bien que la cigarette est une amie, eh bien aujourd'hui je me fais totalement confiance dans ma capacité à aller de l'avant en tant que non-fumeuse, à actualiser la puissance de l'être infini que je suis dans l'être manifesté et dans ma manifestation, à utiliser mon énergie d'argent autrement que dans mon autodestruction, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette addiction à l'autodestruction et l'énergie d'argent. Moi, j'œuvre aussi, vous savez, avec argent égale joie. Mais en fait, dans ce sevrage tabagique, ça va être pour le fumeur de récupérer cette énergie d'argent. Il le récupère, cette énergie d'argent, le fumeur. Il en fait quelque chose. Alors, ça va être aussi d'informer tout le monde à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais pouvoir construire, hein? Je reviens toujours sur ma mère, sur cet exemple, parce qu'il est assez frappant. Bah, ma mère, quand elle s'est sevrée du tabac, euh, il y a un ancrage avec la couleur rouge. Hein, le rouge vie, le rouge puissance, le rouge je suis une non-fumeuse libre et heureuse. Donc on ancre ça au niveau de l'inconscient. Bah, elle a utilisé en fait cet argent-là, elle a emprunté, elle a fait un emprunt pour s'acheter une voiture rouge, une superbe, magnifique voiture rouge. Et donc en fait, l'argent qu'elle utilisait avant pour la cigarette lui sert à rembourser son emprunt maintenant. Vous voyez? Donc c'est qu'est-ce que je suis prête ou prêt à actualiser avec l'énergie d'argent qui me sert pour le moment à me détruire, à détruire mon corps physique, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est qu'en fait, nous détruisons notre corps physique. En détruisant notre corps physique, c'est une façon de renoncer et de renier notre incarnation. Quel est l'espace, l'énergie et la conscience de moi qui croit encore que je n'ai pas le droit de vivre? Ok? Et tout ce que ça fait remonter là, le fait justement de ne pas mériter de vivre sur cette terre, ou de croire que la vie dans les étoiles ou ailleurs, c'est mieux. Voilà. Retour au cœur de source, tout ça. Alors, j'ai rendez-vous avec une hypnothérapeute près de chez moi lundi pour arrêter de fumer. La vidéo tombe à pic. Merci, synchronicité. Merci, Karine. Dommage que je ne sois pas dans ta région. Bah, j'accompagne également par Internet. J'ai accompagné j'ai déjà accompagné le sevrage par Zoom. S'il y en a qui sont intéressés, j'accompagne également par Zoom, hein, le sevrage tabagique sur plusieurs séances. Voilà, il faut m'appeler par message privé si certains se sentent vraiment prêts après ce Zoom, eh bien, à se lancer dans le fait d'être accompagné dans la libération et dans l'actualisation du non-fumeur. Eh bien, voilà, prenez contact avec moi. Je forme
à l'énergie du tabac et puis j'accompagne dans le sevrage, hein. Est-ce qu'on a d'autres? Sophie, tu me dis, je suis ex-fumeuse, mais je me sens de faire cette méditation. Ben, c'est super. Voilà, enfin, faire cette méditation. J'ai pas encore proposé, il me semble pas, de faire des méditations pour le sevrage tabagique sur ma chaîne YouTube, mais ça sera peut-être envisagé. J'ai tellement de choses sur le feu en même temps. Bon, ben écoutez, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est OK pour vous? Donc, les fumeurs, ça sert à rien, parce que je finirai juste là-dessus. Les fumeurs, ça sert à rien. Culpabiliser, la culpabilité, hein, ça alimente quoi? Le sabotage, et le sabotage, c'est la cigarette. Donc, euh, à partir du moment où je suis dans la culpabilité, je donne déjà à bouffer aux fumeurs et je donne à bouffer aux saboteurs, hein. Il n'y a pas de séparation entre ces trois-là. Culpabilité, fumeur, saboteur, tout ça, ça fait, voilà, c'est le trio parfait. Donc dès que je sens que je me charge de culpabilité, je réactualise. Ok, même si je sens une part de culpabilité en moi à prendre cette cigarette, eh bien je choisis d'actualiser la non-fumeuse et le non-fumeur que je suis, que je marche de bon cœur, avec joie, vers la liberté, vers la santé, vers l'authenticité de qui je suis. Et on y va de trucs positifs. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à tout vite et puis ça demandera peut-être un petit coup de reviens-y. Voilà, vous n'hésitez pas à me mettre en message, là en commentaire, si vous sentez que vous avez besoin d'autres lives sur le sujet. Moi, je suis intarissable, hein, je pourrais vous parler du sevrage tabagique pendant des heures parce que je fais ça toutes les semaines. Voilà, j'adore accompagner le sevrage tabagique parce que j'apprends beaucoup de moi. Et comme dirait Anne Morin-Douchet quand elle parle des femmes qu'elle a accompagnées dans les accouchements, eh bien moi, les fumeurs me permettent vraiment ils m'enseignent. Les fumeurs m'enseignent et à chaque fois, c'est vraiment un accouchement psychique que j'accompagne. Et quel bonheur et quelle joie pour moi. Voilà, bisous, bisous. Merci, merci. Ciao, ciao, ciao.